Saint-Hilaire, natif de Chicoutimi au Québec, est l'inventeur de la quasi-turbine, une histoire à l'allure d'Odyssée qui dure depuis plus de 15 ans. C'est un concept qui comprend 4 pales à l'intérieur d'une enceinte rotative. Nous sommes à l'école des métiers de l'équipement motorisé à Montréal, où Gilles Saint-Hilaire fait une fois de plus la démonstration de son invention, la quasi-turbine. Alors, on voit qu'il y a des chambres et des zones de compression. Alors, voilà essentiellement le principe de fonctionnement de ce moteur. Se sont joints à cette présentation des investisseurs potentiels, des associés, un membre des médias, un député local et bien sûr les étudiants de cette école. Cela fait déjà plusieurs années que Saint-Hilaire cherche à commercialiser son invention, dont le concept très économe en carburant pourrait révolutionner le monde de l'automobile. Alors, j'ai fait des études, évidemment, en génie et tout ça. Puis ensuite, oui, un doctorat du côté de la physique nucléaire en France. Après, j'ai travaillé pour l'Institut national de la recherche scientifique, mais comme chercheur, toujours, et l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Puis, l'Énergie atomique du Canada, avant ça, j'avais passé aussi un peu de temps. Un très beau parcours. Mais en fait, la grande invention de Gilles Saint-Hilaire, la quasi-turbine, commence un peu par hasard, alors qu'il profite d'un long congé sabbatique en compagnie de sa famille. On a fait une pause de 3 ans et demi sur un voilier avec nos 2 enfants dans les Antilles. Et sur un bateau, vous étudiez un peu les moteurs, vous pêchez des requins, vous vous occupez de congélation quand il y a une panne. Puis à l'époque, je n'avais pas une grande connaissance sur les moteurs, mais je trouvais quand même que c'était vraiment douloureux, les moteurs, dans le domaine du bateau. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ça. De retour au Québec, Gilles Saint-Hilaire, poussé par sa curiosité, continue son exploration du monde des moteurs. Et il n'est plus seul à le faire. Puis là, les enfants prenaient un petit peu d'âge. Ils atteignaient 12-13 ans. Puis c'était des fanatiques d'ordinateurs. Alors, pour leur donner des défis, je les ai fait simuler, si vous voulez, le comportement des moteurs à piston, des moteurs à turbine, des moteurs d'hélicoptère. Puis ensuite, on est passé dans une phase où tous les dimanches matins, on s'était un petit peu discipliné à lire des brevets d'invention. Au début des années 90, on a fait un grand tableau où on avait mis en colonne et tout ça les différents moteurs. Puis on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun moteur parfait. Puis alors on a fait un tableau, puis on avait une colonne au bout qui était la colonne de rêve pour nous. C'était un jour de trouver un moteur qui pourrait améliorer ou être un compromis, là. Puis la quasi-turbine est apparue comme une solution après une couple d'années de calcul, en fait, vers les années 80-95. Avec ce nouveau moteur, Gilles Saint-Hilaire et sa famille se lancent dans une bataille pour remplacer le bon vieux piston qui est à la base de la plupart des moteurs automobiles. En effet, le concept de la quasi-turbine est inspiré de moteurs rotatifs. Le moteur à piston rotatif a déjà été utilisé par le constructeur japonais Mazda avant d'être abandonné. Ce qui distingue aujourd'hui la quasi-turbine du moteur à piston, c'est sa grande efficacité au niveau de la consommation et de la pollution. C'est une technologie qui est révolutionnaire, c'est une technologie de substitution, c'est une technologie qui ne laisse pas de place dans sa vision théorique, qui ne laisse pas de place à un moteur moins performant ou un moteur plus médiocre. Dans le moteur à piston, vous avez un moteur qui monte, descend, monte, descend, monte, descend. Il aspire, compresse, brûle, chasse ses échappements, puis recommence. Il y a seulement 17 % du temps pendant lequel la combustion se produit dans le cylindre et est en train de pousser sur le moteur. Dans ce sens-là, la quasi-turbine arrive comme une machine qui dit « Nous, c'est propulsif 100 % du temps, le temps de traîner est égal à 0 ». Et là, vous avez une industrie qui est en place depuis 2 siècles, qui fait du moteur à piston, qui est propulsif 17 % du temps. C'est quand même une grosse affirmation. Une fois le moteur conçu, Gilles Saint-Hilaire et sa famille s'associent au cégep de Sorel-Tracy, près de Montréal, pour créer un prototype. Ils commencent à voir la fin du tunnel. Et ça, je dirais, c'est un moment très, très intéressant. C'est quand vous commencez là, à ramasser une certaine théorie, puis ça commence à sentir bon. C'est pas encore certain. Il y a des tas de vérifications à faire, il y a des tas de calculs à produire, il y a des analyses numériques à faire, mais
ça sent bon dans le sens où on sent qu'il y a peut-être quelque chose. Les premiers essais confirment l'importante économie d'énergie que la quasi-turbine peut faire réaliser. Elle peut fonctionner d'ailleurs à l'essence, à la vapeur, à l'électricité, à l'éthanol ou à l'air comprimé. Elle dégage aussi 500 fois moins de polluants. Elle fait aussi 10 fois moins de bruit et elle produit très peu de vibrations. Mais pour que son rêve s'accomplisse, Gilles Saint-Hilaire doit relever un autre défi. Convaincre les grands fabricants d'automobiles de changer leur moteur. Pas évident, car 15 ans après son invention, ces grands constructeurs semblent toujours bouder la quasi-turbine. Ces technologies de bouleversement, c'est très difficile. Ça prend 20 ans, 40 ans. Comme on dit souvent, il faut attendre que les gens en place aient quitté, aient pris leur retraite pour pouvoir faire pénétrer ces technologies-là. Le problème, c'est qu'il semble que le monde n'est pas tout à fait prêt pour le bouleversement que propose la quasi-turbine. Tout inventeur qui propose une invention, c'est toujours prétentieux. C'est toujours prétentieux et désagréable de se voir proposer par quelqu'un une innovation un peu révolutionnaire. Maintenant, tout le monde a des intérêts. Et les gouvernements, ils n'aiment pas ça, voir un moteur qui annonce un 30 ou un 60 d'économie de pétrole. C'est l'effondrement un petit peu de la taxation. C'est pour ça que je vous dis que la planète est en danger. Il y a de la pollution partout. Il y a l'environnement qui est en problématique. Il y a des réchauffements climatiques. Il y a toutes sortes de trucs. Tout le monde, un peu hypocritement, parle de solutions. Tout le monde veut des nouveaux règlements, mais personne ne veut regarder les solutions. Les entreprises qui utilisent des moteurs à combustion ont des équipements énormes et des investissements dans ces équipements-là pour faire des moteurs conventionnels. Alors, c'est impossible d'arriver avec un moteur puis aller voir une compagnie comme Chrysler, Ford ou GM ou nommez-en et de leur dire, bien écoutez, là, j'ai un nouveau moteur, vous n'avez plus besoin des équipements, vous mettez au rebut 1 milliard d'investissements et vous repartez à neuf pour faire un nouveau moteur. Jamais les directeurs de ces entreprises-là vont prendre des décisions du genre. Effectivement, le monde des inventeurs est difficile. Selon les statistiques de Jean-Louis Simard, 3 ou 4% seulement des inventions se retrouvent sur le marché, et ce, sans garantie de succès commercial. Malgré tout, le travail de Gilles Saint-Hilaire semble porter fruit. Ses prototypes sont distribués dans plusieurs pays. En mai 2006, il a été invité au congrès de la Société américaine des ingénieurs en mécanique. La reconnaissance de la quasi-turbine est en progression. Mais comme il le dit, il faut être patient et surtout philosophe. On a été gâtés par la vie. J'ai 2 beaux enfants. J'ai plus besoin de rien. Mes enfants sont un petit peu dégoûtés et c'est ça que je trouve qu'il est le prix le plus cher à payer par les attitudes d'État, par les attitudes de manque d'ouverture de collègues ou de scientifiques ou d'ingénieurs et tout ça. C'est que finalement, le prix à payer, c'est que on démontre à notre jeunesse qu'ils n'ont pas de place avec leurs innovations parce que leur père n'en a pas eu non plus. Et on fait en sorte que ces gens-là, finalement, n'ont plus le goût de vivre ici, n'ont plus le goût de se battre ici. Puis ils font comme mes fils actuellement, qui sont chez Intel, puis l'autre chez Silicon Image à Silicon Valley. Inventeur n'est donc pas une vie facile. Pendant qu'on refuse de vous écouter, d'autres tentent de voler votre invention ou de la discréditer. Sans compter qu'il faut y investir beaucoup de temps et d'argent. Alors, quand vous mettez tout ça ensemble, vous faites un scientifique qui est invivable. Et il faut bien le reconnaître. Moi, j'ai une famille formidable, j'ai une femme extraordinaire, ça fait 36 ans qu'on est ensemble, puis on s'adore. Mais c'est une exception de l'histoire, je trouve, parce que je n'aurais pas pu imaginer tellement beaucoup d'autres personnes qui auraient vécu avec les défauts que ma passion impose. Vous passez à travers ces milliers d'heures absolument déraisonnables, et pourtant, vous ne souffrez pas. Merci à la passion.